Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec vous tous et toutes, parce que oui, il y a plein de femmes qui aiment l'automobile et qui conduisent des fois beaucoup mieux que les garçons, que les choses soient dites. Bonjour l'ami Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bonjour Dame Laurence. Ça va bien? Ça va bien. Enfin, moi, je voudrais... le nez un petit peu pris. Oui, encore un peu. Hein. Oui. Un peu moins que la semaine dernière. Je peux faire un bisou je peux faire une dédicace spéciale. J'ai eu la chance de passer la semaine à Lille pour travailler et j'adore les gens du Nord. Ça, vous le savez déjà. Mais alors, je suis love des ch'tis. Je suis la ch'ti loveuse. Voilà. Ouais. Autant que les choses soient claires. Bon, on parle auto aujourd'hui. Exactement. On parle auto. Alors, vous allez voir avec comme d'habitude, un programme extrêmement riche. Oh bah oui. Déjà, l'essai de la semaine. Si je vous dis, elle a tout d'une grande. Pas assez cher, mon fils, vous me dites Renault Clio. Voilà, ça c'est les plus anciens qui se souviennent de ces publicités-là. Eh bien, la Clio 6e génération vient d'être présentée. Alors, on a tiré carrément un trait. Si vous la voyez dans la rue, vous aurez du mal à reconnaître une Clio. Mais cette fois, je vais vous le dire vraiment, elle a tout d'une grande. Donc vous allez rester avec nous pour savoir dans le détail pourquoi elle a tout d'une grande. On va reparler aussi de ce fameux leasing social. Oui, le leasing social, l'année dernière tout le monde s'était précipité dessus. Cette année ça marche un peu moins bien. Est-ce que c'est un flop? Et surtout, est-ce que ça a été efficace? Vous allez voir que les chiffres démontrent que c'était pas forcément une bonne idée, le leasing social. Et est-ce que vous avez fait appel au leasing social? Est-ce que vous y avez eu le droit? Est-ce que lorsque vous avez fait votre dossier, en fait, ça n'a pas marché, vous avez abandonné? Venez nous raconter tout cela également sur la page Facebook de Sud Radio, où vous nous retrouvez dès maintenant. En pied du leasing social, puisque le ministre de l'économie l'a annoncé cette semaine, on parlera de l'augmentation du bonus. Très bien. Pareil. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Allez, rien que déjà le fait de poser la question, on se doute que si on va en parler, c'est que c'est pas fatalement une bonne idée. Dans la deuxième heure de cette émission, Renault, un jour tu viens, un jour tu repasses. Il sera de nouveau question de Renault. Exactement. Qui vend quoi? Ils vendent les bijoux de la couronne. Alors là, ça c'est un scoop. Ça veut dire que c'est Renault qui a fait le coup au Louvre. Au Louvre. Non. Quand je dis ils vendent les bijoux de la couronne, c'est qu'ils vendent une partie de leur collection la semaine prochaine. Donc il y a des modèles uniques, il y a des prototypes. Alors vous allez me dire mais pourquoi ils vendent? Parce que ils ont des doublons. Vous savez, vous avez fait des collections quand vous étiez petite, quand vous aviez des doubles, vous les échangiez. Bon là, ils les vendent. Alors, c'est un petit peu différent, mais donc il y a des véhicules, il y a un paquet, il y a 180 lots, il y a des Formule 1. Qui ont été championnes du monde. J'ai commencé à mettre un peu de sous de côté. On va y aller juste avant Noël, on aime bien. Et dans quelques instants, on va commencer avec autre chose. Vous connaissez bien la navigation avec TomTom. Il se passe des choses nouvelles. On va recevoir Vincent Martinier, qui est directeur marketing de TomTom pour la France. Alors, juste avant de le recevoir, je vous rappelle quand même, vous qui nous écoutez, vous êtes les bienvenus sur la page Facebook de Sud Radio. N'hésitez pas, vous réagissez. Je serai votre voix, je partagerai vos avis, vos réactions. Aude vous attend au standard au 0826 300 300. Aude a réagi de façon extrêmement positive quand j'ai dit que j'étais une ch'ti-love. Parce que vous êtes du Nord, ma Miss Aude, c'est ça? Parce qu'on adore les gens du Nord. Pourtant, aussi. Je croyais qu'elle était de l'Aude, moi. Non. Là. Pardon? J'adore Lille. Laurence. Aude dit qu'elle adore Lille. Oui, on adore Lille. Moi aussi, il y a un certain docteur Moreau à Lille, d'ailleurs. C'était pas le même. Et on remercie aussi Anthony qui réalise cette émission et vous qui êtes en notre compagnie. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Vous l'avez compris, comme tous les samedis matins, nous sommes en roue libre dans On parle auto. Vous rappelez aussi que vous pouvez nous écrire, vous êtes nombreux à le faire. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans votre mail et toutes vos coordonnées avec votre question. Vincent Martinier, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, merci de m'accueillir aujourd'hui. Directeur marketing de TomTom pour la France. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à TomTom cette semaine? Parce qu'il y a eu au Grand Palais, les 25 et 26 novembre, une conférence qui s'appelait Adopt AI. Adopt AI, à votre avis, ça veut dire quoi? C'est sur l'intelligence artificielle. Exactement. Et il y avait Adopte un mec. Adopte un mec, maintenant c'est Adopte une intelligence artificielle. Au moins, ça fait un peu d'intelligence à adopter. Quelque part, il y en a certains qui auraient bien fait d'y aller. Bon, c'était la parenthèse. Mais alors, quel rapport entre l'intelligence artificielle et la navigation TomTom, Vincent?
Bonjour, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, bon, déjà pour rappeler, on connaît tous TomTom pour les GPS d'il y a 20 ans, mais aujourd'hui, notre métier a complètement changé. Nous sommes devenus un des plus grands producteurs de cartes numériques au monde, avec un rôle clé dans les voitures connectées, électriques, les voitures automatisées. Tout ça, ça s'est rendu de plus en plus possible par l'IA. Donc aujourd'hui, il faut comprendre une chose, chez l'IA, chez TomTom, l'IA, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'utilise déjà maintenant depuis 20 ans. On est cartographe depuis 20 ans. Et on utilise aujourd'hui de plus en plus des images. On détecte pour détecter les changements de la route, pour mettre à jour les cartes. On utilise des milliards et des milliards et des milliards de données de plus en plus complexes. Et c'est grâce à l'IA aujourd'hui, à l'échelle globale, qu'on va pouvoir mettre à jour nos cartes plus vite, plus précisément, avec des niveaux de détail qui étaient impossibles il y a encore quelques années. Il faut dire qu'à chaque fois qu'on circule avec un dispositif, alors c'est pas forcément un TomTom, ça peut être un GPS. On fait l'essai de la Renault Clio aujourd'hui. Ça pourrait très bien être sur une Renault. Toutes les données de cette navigation remontent et vous avez des flux de données absolument incroyables qui sont, on va le préciser, anonymisés quand même. Donc on ne sait pas qui est au volant, mais par contre on sait qu'il y a tant de véhicules qui se déplacent à telle vitesse, qui vont à tel endroit, etc., etc. Ça veut dire que Big Brother watching me quand je conduis, en fait. C'est exactement ça. Alors ça, c'est un peu la crainte qui est toujours derrière. Bon, comme vient de le rappeler Jean-Luc, toutes ces données, elles sont strictement anonymisées. Nous n'avons pas l'identité des conducteurs, on ne cherche pas à la connaître, on analyse juste des signaux, pas des personnes. Et vous venez de le dire, effectivement, jusqu'à présent, ça a été le cœur de notre métier, on a inventé l'information trafic parce qu'on remontait des données GPS, c'est-à-dire un signal GPS nous donnait la position d'une voiture et à partir de là, on était capable de comprendre où elle se situait et comment se formaient les bouchons, parce que quand on voit des millions de points qui s'accumulent, on en déduit qu'il y a un bouchon. Mais aujourd'hui, la cartographie est beaucoup plus complexe. Comme on a des données qui sont remontées de plus en plus par les voitures aujourd'hui sont équipées de caméras, sont équipées de lidar, sont équipées de beaucoup d'éléments comme ça de visualisation de la route. Et toutes ces données sont encore plus complexes à traiter que de simples points GPS. Donc aujourd'hui, on va avoir agrégé toutes ces données, les compiler, les comprendre, les lire. Et c'est cette détection automatique de ces données, cette analyse de données de plus en plus lourde et de plus en plus riche n'est rendue possible que par l'intelligence artificielle. Donc effectivement, c'est des choses qu'on fait déjà depuis quelques années. Au début, ça s'appelait le computer vision, la vision de l'ordinateur, et puis l'interprétation de ces données et le machine learning, c'est-à-dire qu'on apprenait nos machines à lire ces données, à comprendre ces données, c'est-à-dire que jusqu'à présent, longtemps, il a fallu des opérateurs qui regardaient une vidéo et qui comprenaient qu'il y avait un stop à ce niveau-là. Et maintenant, tout ça est interprété, la vidéo est interprétée par l'IA et nous permet de comprendre où sont les stops, où sont les stationnements, où sont les points de passage pour traverser la route et les passages piétons. Toutes ces données, elles sont aujourd'hui critiques pour avancer dans la navigation. On va parler de plus en plus de voitures automatisées, de voitures conduites autonomes. Et pour bien comprendre l'environnement de la voiture, il faut que la cartographie soit beaucoup plus précise demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Du moins, qu'elle ne l'était hier, parce qu'aujourd'hui, on est déjà très avancé. Oui, c'est très avancé. Ouais. Vincent Martinier, pour prendre un exemple très concret, alors votre il y a un système qui s'appelle la navigation surround de TomTom, ça va pouvoir améliorer la sécurité en anticipant certains événements. Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, toutes les caméras, tous les systèmes embarqués qui sont dans les voitures aujourd'hui permettent de comprendre un environnement à proximité. C'est-à-dire que votre caméra qui équipe la voiture va se dire, attention, il y a une voiture à ma gauche, il y a une voiture à ma droite, voire même il y a un panneau 90 à l'heure à 50 mètres. Et ces infos-là, je vous coupe, mais ces infos-là, elles sont remontées aussi chez TomTom. Alors, que la voiture soit à côté, elle n'est pas remontée. Par contre, elle va être intégrée dans la cartographie. Vous allez comprendre qu'il y a un véhicule qui est à votre gauche ou qui est à votre droite. Quand vous regardez votre écran, le véhicule qui est sur la voie de gauche, par exemple, va s'insérer dans votre cartographie. Donc tout ça, c'est intégrer cette donnée dans le véhicule. Vincent, attention, ça ne fonctionne pas pour toutes les voitures. Non. Et puis surtout, c'est quelque chose qui existe déjà, excusez-moi, avec Tesla. Alors c'est exactement, oui, c'est des choses qui commencent à exister, mais aujourd'hui tout ça, il va falloir de plus en plus s'intégrer pour que
ce soit la voiture qui comprend. Aujourd'hui, c'est une information qui vous est donnée, vous, conducteur. Demain, c'est la voiture qui va interpréter cette donnée, qui va comprendre que je peux déboîter ou je ne peux ou rester sur ma gauche. Et puis, donc ça, c'est la fonction du lidar et de la caméra. La cartographie, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, elle va permettre d'avoir cette vision plus loin, c'est-à-dire qu'il va falloir anticiper le déplacement du véhicule, savoir que dans 2 km, je vais devoir prendre cette bretelle de sortie, il va falloir que je commence à me rabattre, il ne faut pas se rabattre à la dernière minute, il faut aussi informer le passager, enfin l'utilisateur de la voiture, de lui faire comprendre que le comportement du véhicule est tout à fait normal quand il faut commencer à se rabattre sur la voie de droite, qu'elle ne fait pas des choses un peu bizarres. On a besoin, nous, on aura besoin, utilisateurs, d'être assurés par le comportement du véhicule, de se dire, oui, c'est logique, je comprends qu'il est en train de se rabattre, parce qu'il va falloir bientôt tourner ou il va falloir anticiper le comportement du véhicule. Et puis il faut aussi anticiper le ralentissement de la vitesse, anticiper qu'il va y avoir dans 2 km, la vitesse va passer de 130 à 90, anticiper qu'il va y avoir une côte bientôt ou un gros virage qu'il faut commencer à réduire la vitesse. Donc ça, c'est la cartographie qui le permet. Alors, comme moi j'ai toujours besoin de râler en fait dans cette émission, sinon je me sens pas bien. Est-ce que ça va permettre d'améliorer les cartographies qui parfois sont fantaisistes? On parlait des limitations de vitesse. Moi, il y a un truc qui me fait hurler à chaque fois que je prends une voiture moderne, puisque maintenant vous avez une alerte de survitesse. Si vous la coupez pas, ça bip tout le temps, et ça bip parfois de façon totalement aléatoire. C'est-à-dire que vous êtes, je prends l'exemple sur l'autoroute, et puis ça vous indique que vous devez rouler à 50, donc évidemment ça bip parce que vous êtes au-delà de 50. Est-ce que ça va permettre l'intelligence artificielle, avec ses cartographies avancées, de régler ce genre de problème? Parce que franchement, c'est très pénible. Le but de tout cartographe, il faut comprendre qu'il y a très peu de cartographes dans le monde parce que c'est un travail extrêmement complexe. C'est manipuler, comme on le disait, des milliards et des milliards de données. Pour vous donner une image, aujourd'hui, nous, on rassemble 3 milliards de kilomètres par jour de données. Donc, il faut effectivement être capable d'intégrer toutes ces données et de les retranscrire dans la cartographie. Parce qu'une cartographie, comme vous le savez, c'est quelque chose de vivant. Ça reflète le monde réel et donc en permanence, il faut le mettre à jour. En permanence, il faut comprendre tous les changements de la route, que ce soit les changements structurels avec des nouveaux ronds-points, des nouvelles vitesses, des nouveaux panneaux, des nouvelles règles, des nouvelles réglementations qui vont déterminer des nouvelles zones, etc. Et puis il y a les changements réels des conditions de circulation, les accidents, les bouchons et autres qu'il faut intégrer. Et puis on parle de vitesse, ça peut être aussi maintenant des vitesses dites dynamiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la vitesse elle peut changer en fonction des conditions de circulation. Elle est à 130 sur certaines sections de route, et puis elle passe à 90 parce qu'il y a des travaux, parce que il y a beaucoup de trafic en Allemagne, c'est assez fréquent sur les autoroutes. Il faut réguler la vitesse parce que la densité s'est accrue, et donc on va faire baisser la vitesse moyenne. On va demander aux automobilistes de passer de 130 à 110 ou de 110 à 90 pour effectivement réguler un peu mieux le flux de vitesse. Toutes ces vitesses dites dynamiques, il faut les intégrer dans le véhicule. Et effectivement, l'IA, c'est un outil extraordinaire qui va nous permettre effectivement de beaucoup plus gérer tous ces changements au quotidien, parce que le but de tout cartographe, c'est que la cartographie devienne un outil, une cartographie dite temps réel, c'est-à-dire qu'en fait il faut pouvoir refléter le monde réel et ce qui s'y passe sur la carte en quasiment instantanément. Alors ça, c'est des choses, on se rapproche et on y est proche, et ce qu'il faut, c'est le retranscrire aussi à l'utilisateur, c'est-à-dire que nous, il faut non seulement intégrer la remontée de cette information, la traiter et la redescendre au véhicule. Donc ça, c'est tout un cycle évidemment qui est complexe, qui dépend aussi de la capacité du véhicule à télécharger des millions de données. Donc c'est de la data, c'est lourd, c'est cher, voilà. Donc il y a tout ce circuit qu'il faut intégrer. Mais c'est vrai que l'IA, elle permet, comme je le disais déjà, de repérer les changements, de les traiter, d'en réduire, de comprendre les erreurs, de les analyser et puis de les redescendre vers l'utilisateur final qui sont les conducteurs et le véhicule autonome, quand on va aller de plus en plus vers ces véhicules avec des fonctions automatisées.
Okay. Eh bien, merci beaucoup Vincent Martinier. Donc on a compris que l'IA, elle est déjà dans nos voitures et qu'elle va prendre de plus en plus de place, mais subrepticement. Voilà. Ouais. Et après, on pourrait se poser plein d'autres questions, l'ami Jean-Luc. Parce qu'on sait qu'on est tous repérés sur la route. Dans quelle mesure ils vont pas se servir de ça après au niveau de la sécurité routière, où il y aurait peut-être la possibilité de voir à quelle vitesse vous avoir roulez. Un vrai apport dans les voitures, parce que jusqu'à présent, vous pouvez pas dialoguer vraiment avec votre voiture. Il y a des phrases qu'elle ne comprend pas. Ah bon ? Et l'IA, ça va bien, vous, sinon. Dans les nouveaux modèles qui vont arriver, vous pourrez dire bonjour, comment ça va ? Et puis vous pourrez tailler le bout de gras avec votre voiture. Ouais, je suis pas sûr qu'elle aime le gras, mais bon. Merci beaucoup à vous, Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom pour la France. Quant à nous, on va continuer notre rendez-vous. Et puis, vous savez que vous êtes les bienvenus, puisque c'est votre émission. Une question à poser, une réaction au 0826 300 300. Dans quelques instants, nous allons accueillir Jean-Marc. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous savez que vous pouvez nous écrire également, vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, votre question ensuite et vos coordonnées. C'est ce qu'a fait Jean-Marc que nous recevons ce matin sur Sud Radio. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Luc, bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe. Comment ça va ? Eh bien, écoutez, ça va bien pour l'instant, je vous remercie. Eh bien, c'est cool, on vous écoute, Jean-Marc. Voilà, j'ai un vieux Renault Espace des premières générations, de 1987. Ah oui. Qui a 340 000 kilomètres, plus ou moins. Ouais, quoi comme motorisation ? C'est un moteur essence. D'accord. Ouais, c'est à l'époque qu'on faisait des moteurs essence qui duraient longtemps. Oui, c'est le moteur. Ou même les moteurs diesel de l'époque. Et par contre, le joint de culasse a pété 2 fois. Une fois, j'étais pas encore en possession de ce véhicule. Oula. Et une deuxième fois, c'est ma fille qui s'en servait souvent, mais qui ne relève pas le capot, qui ne regarde pas les voyants, etc. Donc la deuxième fois, je l'ai réparé moi-même. Et depuis ce temps-là, voire un petit peu avant, ça fait de nombreuses années que le moteur cogne un petit peu, claque, mais c'est pas les embielages parce que ça se produit que à l'accélération, c'est le haut moteur. Alors j'ai augmenté l'épaisseur de l'huile, je suis passé à de la 15W50, ça a atténué un petit peu le système. Ça a atténué un petit peu le bruit. Voilà, je voulais savoir, je vous avais entendu parler d'huile au graphite qui était. Vous pouvez même pas passer sur je n'ai plus les coordonnées de cette huile. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc ? Vous pouvez même passer sur de la 20-50. Je peux mettre de la 20-50 Oui, parce que votre moteur est bon. On va pas se mentir. Bon, il est un peu usé à 340 000 km quand même. Parce que même si, alors déjà, moi je serais vous, première chose, si vous avez l'air d'être un bon mécano, je ferai un nettoyage de radiateur. Parce que si votre joint de culasse il a sauté 2 fois, ça veut dire que ça surchauffe. Et en général, bon, à ce kilométrage-là, le radiateur, il doit être bien entartré de tous les côtés, donc un petit nettoyant radiateur. Mais quoi, dans du vinaigre ? Comment tu fais un nettoyage ? J'avais déjà remplacé le radiateur. Ah, vous aviez remplacé le radiateur ? Je ne surfe plus depuis longtemps. Oui. Ah bon, d'accord. Ah oui, donc ça c'est un problème oublié, d'accord. Donc il vous reste le cognement moteur. Alors si vous avez diagnostiqué que effectivement c'est pas un bruit de bielle, c'est pas ça. Ce qui est tant mieux, en mettant une huile. Alors, ça va atténuer. Moi, je vais prendre mon exemple perso. J'ai une petite Mazda MX-5 qui est assez ancienne, qui a pas mal aussi de kilomètres, et il y avait des poussoirs hydrauliques dessus qui avaient du mal à s'amorcer, et le moteur à froid était un petit peu bruyant. Et j'ai mis, alors je suis obligé de le dire, j'ai mis de l'huile d'une marque dont on parle souvent. Bon, c'est Sfertech. J'ai mis une huile graphite dedans. Oui, j'avais entendu parler dans votre émission, mais je n'avais pas retenu. Et même au démarrage, c'est-à-dire que le moteur, il n'y a pas de pression d'huile dans les poussoirs, et ben même comme ça, il claque plus du tout. Du tout. Ça a réglé totalement ce problème qui n'était pas un vrai défaut, mais qui est sur des moteurs un petit peu anciens avec des poussoirs comme ça. Le temps qui s'amorce, ça fait un peu de bruit. Mais là, ça fait plus de bruit du tout. Donc, comme à mon avis, dans votre cas, c'est effectivement la distribution qui doit faire un peu de bruit quand vous lui réclamez un peu de puissance. Ça peut être une solution. Alors après, le souci, c'est que c'est des lubrifiants qui sont quand même assez chers. Oui. C'est quoi assez cher ? Oui, c'est ça.
quel référent Question de Laurence vous avez P. de Paris. combien de litres d'huile dans votre voiture? Alors, il y a 5 litres d'huile. Mais j'en mets un petit peu moins. J'essaie de ne jamais atteindre le maxi. Je me tiens. Oui, vous avez raison. Oui. Il y a plein de gens. Au deux tiers parce qu'en plus j'avais les bougies qui s'encrassaient. J'avais une remontée d'huile et depuis que j'ai appris qu'il y avait les bougies japonaises dont vous nous avez vanté l'avantage et depuis mes bougies ne s'encrassent plus. Ben voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais solliciter Papa Noël David de Régnocourt. Je vais l'appeler et je vais lui dire, écoute, tu fais comme pour moi, t'envoies à ce monsieur 5 litres d'huile pour faire sa vidange. Comme ça, combien ça coûte? Ça vous coûtera 0. Voilà. Donc vous allez Aude va se faire un plaisir de prendre votre adresse. Peut-être même qu'elle vous rendra visite pour vous amener l'huile. Elle dit non, peut-être pas. mais par contre, je vais demander à David qu'il fasse ça. Il pourra le faire. Et je pense que ça va régler votre souci. Et je serais très intéressé, après que vous ayez fait la vidange, que vous me renvoyez un message pour me dire si ça a marché ou pas. Je peux passer une annonce à tous les super auditeurs de Sud Radio et de On Parle Auto, y compris ceux qui sont sur Facebook. N'appelez pas tous parce qu'on va pas pouvoir le faire pour tout le monde quand même. Non, mais il aime bien se déguiser en Papa Noël. Il va mettre sa grande barbe blanche. Vous parlez de Monsieur de Régnocourt, de Sfertec. Évidemment, voilà. Donc, je vais faire ça pour vous, Jean-Marc, parce qu'en plus vous m'aviez écrit que vous aviez une toute petite retraite et que vous aviez des difficultés. Donc si on peut vous aider, c'est la période de Noël, donc on va vous aider. Voilà. Extra. Vous êtes. De toute façon, on a votre adresse, on a tout ce qu'il faut, Jean-Marc. Merci. On a tout ça. Bon, super. Bon, merci Jean-Marc. Et puis, bonne continuation en espérant que le... Moi, je serai Jean-Marc, je me poserai la question, mais comment on va me tenir au courant que je vais le recevoir et tout? Est-ce qu'on lui envoie un petit mail quand tu auras eu de Ragnocourt? On renvoie un petit mail à Jean-Marc en disant voilà, ça va partir d'ici quelques jours. David, oui, mais on envoie le mail à Jean-Marc qui est avec nous actuellement sur Sud Radio. Exactement. Okay. D'accord. Merci beaucoup Jean-Luc, merci à toute l'équipe de Sud Radio. Merci Jean-Marc. C'est très, très, très joyeux. Et moi, c'est beaucoup. Laurence, sinon... Merci Laurence. Je suis un peu ému. Mais non, mais je vous taquine, vous savez bien qu'on est, on est des, comment on pourrait dire, des rigolos gentils. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on taquine un peu tout le temps. On essaie d'être sérieux sur le fond, mais on se prend pas au sérieux. C'est une grosse différence. Il y a plein de gens. On vous embrasse. Il faut se méfier des gens qui se prennent au sérieux, d'ailleurs. J'en connais. Merci de m'avoir appelé. Salut Jean-Luc. Au revoir salut Jean-Marc. Salut Jean-Luc. Alors, tu veux y aller aussi, moi. Salut. À bientôt. Donc vous faites comme Jean-Marc, vous pouvez, que vous ayez un besoin très particulier ou juste une réaction, il n'y a pas de souci. Je participe @sudradio.fr, vous mettez bien On Parle Auto dans l'objet, vos coordonnées avec vos numéros de téléphone. Et comme Jean-Marc, on va peut-être pas tous gagner à l'euro-million 165 millions, mais vous risquez d'être tiré au sort. C'est pas 175? Ah ouais, 175. C'est qui? Appelez-nous au 0826 300. Si vous êtes célibataire, Laurence est très intéressée. Elle vous trouve très beau déjà. Oui, alors ça, moi je suis plus spatio que fricot, mais quoique. Bon, allez, vous nous. Et la semaine prochaine, on se déguisera en Père Noël aussi, puisque Sud Radio vous offrira des lots et je crois qu'il y a 30 000 € de lots à offrir. Donc vous allez rester. Non, mais attention. Sérieux. Non, mais nous sommes des gens sérieux, comme vous l'avez dit. Allez, à suivre. On va prendre le volant de la Clio. Enfin, c'est l'ami Jean-Luc qui va s'y coller. La Clio E-Tech 2025. Restez avec nous, puisqu'une partie de la vidéo qu'il crée et qu'il réalise dans ses essais très complets, présente sur YouTube, sera également présente sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Grâce à votre offre, j'ai fait le plein de chocolat pour les fêtes. Maintenant, il faut résister jusqu'à Noël. Aucun souci, j'ai tout caché dans un endroit stratégique. Ça, c'est plus prudent. Ouais, sauf que j'ai complètement oublié ma stratégie. Eh bien, si vous ne les retrouvez pas, du 28 au 30 novembre chez Leclerc, il y a moins 34% avec la carte Leclerc sur tous les chocolats et confiseries de Noël. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors produit de la marque Lindt, EcoPlus et C'est qui le patron. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Carcassonne. 104.7. Sud Radio. Lidl, ça vaut le coup. Des prix bas, ça vaut le coup. Des prix bas identiques partout en France, ça vaut carrément le coup. Chez les concurrents, 4 villes, 4 prix. Mais chez Lidl, pas d'injustice. Les prix bas sont les mêmes partout en France. Comme les frites tradition élues saveur de l'année à seulement 1,13 € le kilo. Lidl, ça vaut le coup. 2,83 € les 2,5 kg. Détails et méthodologie sur lidlesetmoincher.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Où aller si vous cherchez le cadeau parfait pour faire plaisir à tous les bricoleurs? Direction Casto.
En ce moment, la mallette de 84 outils de la marque Magnusson est à seulement 49 €. Oui, moins de 50 € la mallette de 84 outils. Et en plus, ils sont garantis à vie. Mais attention, hein, c'est en quantité limitée. Les Casto Deals de Noël, c'est seulement jusqu'au 15 décembre. Alors vite, direction Casto. Quantité limitée à 7000 pièces pour tous les magasins participants, voire conditions de garantie en magasin ou sur castorama.fr. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous validez, Dan? Comme toujours. D'ailleurs, en ce moment, pendant le top rayon, exclusivement avec ma carte Netto, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé sur le rayon champagne et effervescent. Champagne, Prosecco, crément. Une offre tout en bulle. Et retrouvez votre carte Netto dans votre application Netto France. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Voilà déjà 2 ans que Paul en a le souffle coupé. Quand il regarde un film, elle fait danser les couleurs sur les murs. Ça l'a tout de suite fait craquer, l'Ambilight de sa télévision Philips. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 1er décembre, Noël débute au Black Friday chez Darty. La télé Philips Ambilight 65 OLED 810 est à 1299 € au lieu de 1699, soit 400 € de remise. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Toyota. Cette Yaris est à moi. Je l'ai vue en premier. Et lâchez cette portière. Attention, derrière vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, elle est à moi. Le Black Friday hybride débarque chez Toyota. Venez profiter d'une prime exceptionnelle allant jusqu'à 4 000 € sur Yaris et Yaris Cross Hybride pour la reprise de votre ancien véhicule. Monsieur, elle s'est enfermée dans la voiture. Toyota. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d'une Yaris ou Yaris Cross Hybride neuve avec reprise d'un véhicule jusqu'au 1er décembre 2025 dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Black Friday, vendredi noir. Pensez à covoiturer? Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et toutes les semaines, vous le savez, enfin, une semaine sur deux, cette saison, l'ami Jean-Luc prend le volant d'une voiture neuve et une semaine sur deux, une voiture d'occasion. Et là, aujourd'hui, elle est neuve. Exactement, elle a tout d'une grande. Hein. C'est au début des années 90, la publicité pour la Clio. Elle a marqué les esprits, cette pub, et elle résume bien la carrière de cette citadine du losange. En 5 générations, la Clio s'est vendue à plus de 17 millions d'exemplaires. Elle est effectivement devenue une grande réussite commerciale pour la marque. Et puis la 6e génération a donc la lourde tâche de perpétuer ce succès. Et pour ça, elle part pratiquement d'une feuille blanche. Pour commencer, en 35 ans, la Clio a beaucoup grandi. Elle fait 4,11 m de long maintenant, c'est 67 mm de plus que la précédente génération. Et puis son style aussi est radicalement différent. D'ailleurs, sans l'énorme losange à l'avant, il est bien difficile de savoir si on a affaire à une Renault Clio. Personnellement, je trouve la ligne plutôt réussie. Vous aussi, Laurence? J'aime beaucoup. Elle est plus nerveuse, avec des appendices aérodynamiques qui font sport. Hein. Comme l'aileron, il y a un aileron, on va le voir pour ceux qui ont la vidéo, un aileron au sommet du haillon, ou le becquet de coffre, ça fait comme une petite queue de canard à l'arrière. Ça, c'est pour améliorer l'aérodynamique, puisque cette Clio est plus aérodynamique que les versions précédentes. On verra que ça a une incidence sur la consommation. À l'arrière, ne cherchez pas de sortie d'échappement, c'est la grande tendance. Hein. Même quand vous avez un moteur thermique, il n'y a plus d'échappement. Vous aimez bien comment ils font. Il est caché, c'est tout. Hein. Donc c'est pas une version 100% électrique. D'ailleurs, il n'y aura pas de version 100% électrique sur cette Clio. C'est la R5 e-Tech à qui est dévolu le rôle de la voiture électrique, pas celle-là. En revanche, c'est une version hybride et qui mérite vraiment le détour. Hein. Elle reprend la technologie qui est chère à Renault avec de grosses évolutions. Le moteur thermique passe de 1,6 litre à 1,8 litre et adopte un cycle Atkinson ainsi qu'une injection directe d'essence. Côté architecture et électrique, la batterie voit sa capacité légèrement croître, mais maintenant 1,4 kWh. Et puis la fameuse boîte de vitesse multimode à Crabo offre désormais 15 combinaisons de rapport. La puissance totale de l'ensemble, c'est 160 chevaux avec un agrément en hausse et encore plus surprenant, des consommations vraiment en baisse. La crise de croissance, elle ne profite pas trop au coffre qui, sur cette version hybride, est pénalisé par la batterie qui se trouve sous le plancher. Bon, il affiche quand même 309 litres, ce qui est dans la moyenne. Voilà, on voit le coffre pour ceux qui ont la vidéo. En revanche, les places arrière paraissent assez généreuses, avec l'augmentation légère de l'empattement. Mais surtout, c'est l'ambiance à bord qui marque une vraie rupture avec la précédente génération.
Renault met l'accent sur la qualité de fabrication. Et c'est vrai que certains matériaux sont valorisants. Sur cette finition, sur la planche de bord, on a un bandeau en tissu. Et même sur la finition la plus haute, on a un bandeau en Alcantara. Le design rappelle celui des modèles récents de Renault, comme la R5 e-Tech. Tant mieux, parce que c'est plutôt pas mal. C'est moderne, ergonomique et ludique, avec des ambiances lumineuses qui changent en fonction des modes de conduite. C'est assez sympa, hein. Sur les portières, vous avez cet affichage de lumière. Toujours pas de graphisme rond pour les compteurs, hein. J'ai demandé, mais il paraît que c'est compliqué à modifier. J'ai demandé à la dame qui était responsable, hein, qui a dessiné la voiture d'ailleurs. On se consolera avec le levier de vitesse qui est placé derrière le volant, c'est assez pratique. Et puis surtout, l'infodivertissement qui fait toujours appel à une interface Google avec un écran tactile central de 10,1 pouces, quelle que soit la finition. Vous n'avez pas de petit écran, même si vous prenez le modèle de base. Pour finir, les commandes de clim se font via de vrais boutons physiques. Ça, c'est bien. Je crois que maintenant, tous les constructeurs ont pris le pli d'être obligés de passer par l'écran pour régler la ventilation. C'est n'importe quoi. Donc, on revient maintenant à des bons vieux boutons, et tant mieux. Notre voiture était équipée de roues de 18 pouces optionnel. J'avais quelques inquiétudes quant à son confort. Bon, certes, sur les raccords de chaussée un peu saillants, il y a quelques percussions, mais le confort est très bon. Il faudra quand même tester avec la montre d'origine en 16 pouces pour avaler les ralentisseurs avec un peu plus de douceur. En ville, on profite d'un fonctionnement électrique qui est plus étendu que sur la précédente génération, grâce à la capacité supérieure de la batterie. Renault annonce même qu'on peut rouler 80% du temps en mode électrique, ou plutôt moteur thermique coupé. Bon, c'est vrai que cette Clio hybride donne presque l'impression de rouler au volant d'une voiture 100% électrique en agglomération. En plus, on profite du couple important. Il y a quand même 205 Nm avec le moteur électrique pour avoir des démarrages qui sont assez toniques. Le seul vrai défaut, en fait, c'est la rétrovision centrale qui est limitée par la faible hauteur de la lunette arrière. Mais c'est compensé par la taille importante des rétroviseurs extérieurs. Des rétroviseurs qui ont fait l'objet aussi d'un gros travail aérodynamique, parce que comme ils sont grands, il fallait pas que ça génère du bruit. Sur route, à allure de bon père de famille, hein, il est pratiquement impossible de sentir les transitions entre les différents modes. Il y en a 15, hein. Donc à un moment, je me suis dit, bon allez, je me concentre, j'essaye de savoir quand les rapports passent. C'est impossible. Le système hybride Renault marque ici un vrai progrès par rapport à la Clio 5 e-Tech. En plus, à ce rythme, je n'ai consommé que 4,1 litres au 100 de moyenne. C'est un record dans la catégorie. Et puis, le chameau se transforme en Oslo quand on décide de rouler plus sportivement. Avec l'élargissement des voies, cette nouvelle Clio colle à la route comme une vraie sangsue. La direction offre aussi un excellent ressenti. Puis, les 160 chevaux sont bien là, comme en attestent les accélérations. Un 0 à 100, 8 secondes 3, et puis les reprises sont extrêmement bonnes également. Certes, le son du moteur 4 cylindres, il est un peu plus présent quand on accélère fort, mais ça n'a rien à voir avec certains hybrides concurrents Toyota que je ne nommerai pas. Là, on n'a pas d'envolée du moteur thermique, c'est pas désagréable du tout. Sur autoroute, cette Clio hybride se montre également silencieuse, à 120 km/h. L'essai, c'était au Portugal, c'est limité à 120. Ma consommation moyenne n'a été que de 4,5 litres au 100. C'est moins qu'un diesel dans les mêmes conditions. Autrefois, pour la pub, je ne sais pas si vous vous souvenez également de la Clio, il y avait un émir du pétrole qui disait à son fils, pas assez cher mon fils. Bon, aujourd'hui, si le slogan est plus vraiment d'actualité, la Clio 6 peut se vanter de ne pas être plus chère que la Clio 5 à modèle équivalent, tout en étant meilleur dans tous les domaines. Donc on va dire même, allez, c'est mieux et c'est pas plus cher. Et ça, c'est suffisamment rare pour le préciser. Cette finition techno de notre essai, elle est facturée 27 600 €. Finalement, alors ça peut paraître cher, mais finalement c'est pas excessif, parce que vu la polyvalence de la voiture, ça peut remplacer une ancienne Renault Mégane. Ça offre presque autant d'habitabilité, des performances qui sont meilleures, une consommation plus basse. Donc elle a vraiment, comme je vous l'ai dit au début, elle a vraiment tout d'une grande. Cette voiture, c'est une excellente surprise. Alors ça fait des années que Renault truste le titre de voiture de l'année. Je pense qu'avec celle-là, il risque aussi de l'obtenir. Ça en fait deux quand même, entre la Prélude de Honda qu'on a adorée il y a 2 semaines et celle-ci. Là, c'est une vraie réussite. Le seul défaut que il y avait des roues de 18 pouces en option sur ma voiture. D'origine, c'est des roues de 16. Vous gardez les roues de 16 et il n'y a plus vraiment de défaut.
Et franchement, en plus, elle est belle. On le disait avec Anthony, on regardait ça avec des yeux d'enfant. On avait très envie de l'acheter dès aujourd'hui. Elle est en plus très réussie au niveau de l'esthétique. Je trouve qu'elle est très réussie. Ouais, vraiment, bravo à Renault. Grande année encore pour Renault. Vous avez vu, ça continue pour eux. Il y a eu une vraie changement en termes de design des voitures, de moto, enfin plein de choses. Bravo à la marque aux losanges. Cocorico, ça fait du bien. On retrouve évidemment intégralement cet essai, à peu près il y a quoi, 12-15 minutes ? Ouais, que 16 même. Ouais, sur la page YouTube de Sud Radio, où l'on vous attend également très nombreux pour voir et revoir tout ce que vous aimez chez Sud Radio. Allez, on fait une pause. Et puis dans quelques instants, juste après l'essai de la semaine, on va parler du leasing social 2025. Était-ce une réussite ? Est-ce un échec ? Est-ce que vous avez fait appel au leasing social ? Est-ce que vous n'avez pas eu le droit au leasing social ? Venez nous raconter ce qui vous est arrivé par rapport à ça au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio en direct avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler du leasing social avec vous, Marc Bruchet. Vous êtes président de la branche concessionnaire Mobiliance, véhicules particuliers. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ce sujet, l'ami Jean-Luc, sur le leasing social parce aujourd'hui ? Que le leasing social, beaucoup de succès l'année dernière. On a dit ça va permettre aux ménages modestes d'accéder aux véhicules électriques. On rappelle rapidement. On va le dire dans la suite. Et on nous avait promis cette année que la deuxième phase du leasing social serait dépêchez-vous parce que seuls les premiers seront servis. Et finalement, ça a démarré pas trop mal. Et aujourd'hui, c'est plus mou, Marc. Oui, alors je pense que d'abord, le leasing social, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. Alors la bonne question, c'est comment assurer la décarbonation du parc sans aboutir à un phénomène d'exclusion sociale par le prix. Bon. La réponse, c'est donner accès à la mobilité électrique aux ménages les plus contraints financièrement. Alors, c'est un dispositif qui est socialement inefficace, extrêmement coûteux et qui est sans impact sur l'objectif de décarbonation. Alors, il est socialement inefficace parce que par construction, il est voué à l'échec. Vous avez deux obstacles, vous avez le prix, même avec une remise de 13 000 € dans la version 1 ou de 7 000 € dans la version 2, il reste hors de portée pour la population de ménages considérés. Et surtout, ce sont des véhicules qui ne sont pas polyvalents. Et aussi 2 fois par an pour assurer de longs trajets pour partir en vacances. Ou même parfois plus que 2 fois par an. Oui, parfois. Alors on va réduire. Bon, mais si vous prenez les véhicules d'entrée de gamme pour baisser le prix, des BEV qui sont actuellement dans le cadre du leasing social. Oui, donc des véhicules électriques à batterie, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, le BEV, ils ne savent pas trop ce que c'est. Véhicule électrique à batterie, ouais. On prend l'exemple de la R5 par exemple, la R5 de base. Voilà, la R5 de base. Vous prenez la R5 5 de base, elle a une petite batterie qui est de 40 kW, donc elle a une autonomie très limitée. 312 km en WLTP, ce qui veut dire qu'en gros, vous avez 200 km réels. C'est un peu juste quand même comme autonomie. Oui. Et puis surtout, par ailleurs, même pour une utilisation urbaine, il faut avoir une solution de recharge disponible. Bah oui, si on habite en HLM, voilà, de préférence à domicile parce que c'est la moins chère. Or, ce type de ménage n'habite pas dans une résidence de luxe avec des box où vous pouvez avoir une borne de recharge ou en pavillon avec une wallbox. Donc ça peut pas marcher. Oui. En plus, ce modèle-là qu'on a pris comme exemple fait pas de charge rapide. Donc, si vous voulez aller loin, il faudra vous arrêter 4 heures, 5 heures pour recharger. Oui. On rappelle quand même à tout le monde que le leasing social, c'était d'accéder à une voiture électrique pour certains à moins de 100 € par mois, voire à 100 € par mois. Ouais. Voilà, déjà la base, c'est ça. C'était les plus modestes. Mais en fait, la cible est pas bonne. Parce que qui a profité du leasing social ? On le sait aujourd'hui. C'est les classes moyennes. Ce sont très clairement, on a le bilan de la première version, c'est un effet d'aubaine pour les classes moyennes. Et ça va s'accentuer dans la deuxième version,
puisque vous avez une baisse de la ristourne, elle passe de 13 000 à 7 000. Ah bah oui. Donc, et vous avez forcément une augmentation du prix, du coût, si vous voulez, du loyer. Oui, on a vu les. Avec la deuxième version. Ouais, on a vu que les loyers étaient tous les plus bas étaient aux alentours de 100 €, alors qu'on avait des loyers qui étaient bien plus bas dans la première version du leasing social. On va repréciser que le leasing social, vous louez la voiture. Oui, c'est ça. Vous louez la voiture, mais sans l'assurance, donc il faut rajouter le coût de l'assurance, qui parfois est aussi cher que le coût du leasing social. Et quand vous allez rendre la voiture, elle a intérêt à pas avoir trop de kilomètres, elle a intérêt à être en bon état, parce que sinon vous allez passer à la caisse. Donc c'est vrai. Quand on se dit les ménages très modestes n'ont absolument pas les moyens de se payer une formule comme ça, c'est pas possible. Absolument pas. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'en plus, c'est une mesure qui est extrêmement coûteuse. Ça a coûté combien d'ailleurs ? Ça a coûté combien ? C'est un rendement négatif. Alors, la première version, elle a coûté 650 millions d'euros. Oh, 650 millions d'euros. Vous avez donc ça, c'est la version 2024. Quand vous prenez la totalité des ventes de véhicules 100% électriques à particuliers sur l'année 2024, ces ventes, le montant global, c'est autour de 181 000 véhicules. D'accord. Avec 50 000 véhicules social, d'accord. Ouais. En 2023, sans leasing social, on était à 186 000. Ce qui veut dire qu'on a dépensé un pognon de dingue. 650 millions d'euros pour rien, quoi. Pour un rendement négatif de 5 000 voitures. Vous prenez maintenant la version 2 du leasing social, donc ça c'est 2025. Vous avez encore 50 000 dossiers. L'enveloppe, c'est une enveloppe sur FIF C2E qui est plafonnée à 369 millions d'euros. Ok. D'accord ? Bon, donc ça fait 1 milliard d'euros à la louche. Ça fait 1 milliard d'euros. Voilà, 1 milliard d'euros les deux mesures. Quand vous vous dites, quel est l'impact sur 2025 ? Alors, sur les 9 premiers mois de l'année en 2025, il s'est immatriculé à particulier en véhicules 100% électriques 96 000 véhicules. C'est-à-dire à peu près ce qui s'était immatriculé en véhicules électriques sur les 9 premiers mois de l'année 2022. Ouais. Hors leasing social, là, pour le coup. Hors leasing social. Alors, on prend 96 000 véhicules. On se dit, si on arrive à maintenir un trend hors leasing social de 30 000 ventes par trimestre, ce qu'on a observé sur les 9 premiers mois de l'année. Bon, d'accord, ça va vous faire 126 000. Plus, on vous dit, sur les 50 000 leasing social, je vais bien en livrer 30 à 40 000 sur l'année 2025. OK ? Vous allez tomber sur un chiffre qui va être de l'ordre de 160 000. Alors, Marc, donc ça veut dire attends, juste 2 secondes, parce que moi je me mets à la place des auditeurs qui écoutent là ce qui se passe. Je pense qu'on a largué beaucoup de gens. Non, concrètement, mais j'allais le dire. Concrètement, pour vous et moi, pour les gens. Voilà, malgré le leasing social, on vend moins de voitures électriques. Oui, non, mais on est d'accord. Mais concrètement, pour l'auditeur et dont je fais partie, c'est-à-dire pour le français, on a mis 1 milliard d'euros à la poubelle. Voilà, merci. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a dépensé 1 milliard d'euros pour un rendement négatif de l'ordre de 25 à 30 000 véhicules. Ouais, alors il faut aller plus loin dans le raisonnement, Marc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, que les ventes de voitures électriques baissent, contrairement à ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire. C'est exactement ça. Ça veut dire que si on prend les voitures de véhicules, les ventes de voitures de véhicules à particuliers, puisque c'est la cible du leasing social, on ne parle pas des sociétés. Non. Ça veut dire simplement qu'on a atteint une sorte de plafond autour de 18 à 20% du mix véhicule neuf en véhicule 100% électrique pour les particuliers. Ça veut dire que ceux qui avaient envie d'une voiture électrique ou avaient les moyens de se payer une voiture électrique l'ont déjà fait, et désormais les classes sociales inférieures n'ont pas les moyens d'accéder aux véhicules électriques malgré le leasing social. C'est exactement ça. Donc c'est un échec qui est négatif. C'est un échec total. Et alors maintenant, si vous voulez, pour que le leasing soit social, alors je vais être provocateur, mais pour que le leasing soit social, il faut qu'il soit thermique. C'est-à-dire que en plus, il ne faut pas s'attaquer simplement au marché du véhicule neuf, mais aussi intégrer le marché du véhicule d'occasion
récent, qu'il soit thermique ou électrique. Et ça, on l'a déjà fait. Oui, les primes à la casse. En 2020. Oui, on l'a déjà fait en 2020 avec, c'est François de Rugy qui avait lancé ça. C'était la prime à la conversion façon 200 000 premiers dossiers. Ouais. Et on a retiré de la circulation, puisque c'était la contrepartie d'une mise au rebut de vieux véhicules, on a retiré 200 000 véhicules polluants. Ouais. Pour un coût 2 fois moindre. Alors, 2 fois plus de véhicules pour un coût 2 fois moindre. Ouais. Voilà. Ce qui ressort là de tout ce qu'on vient de dire, c'est en gros, on ne peut pas imposer aux gens un type de voiture, c'est-à-dire quand les politiques nous disent vous allez rouler électrique, ok, mais on ne peut pas imposer aux gens d'acheter une voiture électrique. D'une part parce qu'ils n'ont peut-être pas envie, et surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le moment. Il y a une histoire de moyens, puis il y a aussi une histoire de moyens techniques. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand vous êtes plutôt dans la société vraiment plutôt pauvre, vous n'avez rarement une maison individuelle. Vous êtes plus souvent en appartement. Si vous habitez en HLM, il n'y a pas de borne de charge à proximité. Enfin voilà, il y a une réflexion. Vous avez 2 aspects. Vous avez un aspect qui est technique, et puis vous avez un aspect aussi qui tient à ce que veut acheter le consommateur. Bien sûr. C'est-à-dire que dans cette histoire, on oublie le client, qui est quand même le cochon de payeur à la fin. Ouais. Et comme on dit en Provence, chez moi, il faut toujours attacher l'âne là où veut le patron. Oui, mais non, mais pour le dire autrement, vous ne ferez pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais non, mais c'est clair. Vous êtes où, vous, géographiquement, Marc Bruchet, vous qui êtes président de la branche concessionnaire véhicules particuliers de Mobiliance? À Marseille. À Marseille. Ok. Oui, donc tout ça pour en arriver, finalement, on peut même extrapoler en disant 2035, la fin du thermique, c'est pas possible, quoi. Avec un tableau de marche comme ça, parce que, alors il y en a certains. Alors moi, je défends le véhicule électrique depuis longtemps parce que ça reste une bonne solution, mais pas pour tout le monde. Ça, je le répète assez régulièrement. Imposer du véhicule électrique à tout le monde en 2035. C'est pas possible, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On a des réactions sur la page Facebook, je vais vous en lire 2. Hichem qui dit bonjour, c'est la saturation. Ceux qui ne veulent pas de l'électrique pour la pratique ne vont pas l'acheter, ils ne passeront pas non plus par le leasing. Et Nathalie qui dit les gens ont surtout compris l'arnaque des véhicules électriques, mais c'est pas une arnaque en soi. Non, c'est pas une arnaque, mais c'était une imposition. Non, pour certains usages, le véhicule électrique, c'est très bien. Oui, bien sûr, sauf que c'est très bien. La politique qui a été menée, toutes les réglementations, etc., a donné la sensation au public dont je fais partie qu'on nous l'imposait. Et le français, on ne lui impose pas. Et le français, on ne lui impose rien. Et le leasing social, on nous l'impose. Et on nous l'impose à tel point que les constructeurs aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est pas vrai, vous regardez en Europe, les ventes de véhicules électriques augmentent. Oui, pourquoi ? Parce que les constructeurs immatriculent aussi à tour de bras des véhicules électriques pour éviter de payer les taxes CO2. Exactement. Parce qu'ils s'ils vendent pas assez de voitures électriques, ils vont payer des amendes qui sont tellement énormes qu'ils préfèrent immatriculer des véhicules non vendus qui vont vendre sur les parcs. Exactement. Si vous voulez, c'est très simple. Sur les 10 premiers mois de l'année, le compartiment qui est véritablement dynamique en matière de véhicules 100% électriques, ce sont ce qu'on appelle, nous, les immatriculations tactiques, c'est-à-dire les mises en VD. Ouais. Et alors VD, véhicules de démonstration, voilà. Les véhicules de démonstration et les ventes en location courte durée. Ouais, voilà. Donc les loueurs. C'est ça le segment le plus dynamique. Donc c'est des ventes où les constructeurs ne gagnent pas d'argent, voire même ils en perdent un peu, mais pour éviter de payer des amendes. Les constructeurs et les concessionnaires derrière aussi qui en subissent les conséquences, parce que les concessionnaires, on n'en parle pas et on devrait en parler. Depuis quelques années, c'est pareil, ils prennent cher, quoi. Ouais. Ils prennent cher et vous voyez bien qu'il y a en ce moment entre la volonté d'essayer d'imposer le véhicule électrique et de préférence le véhicule électrique de segment B, c'est-à-dire ce qui ressort de la 208 électrique, d'une Corsa électrique, d'une Renault 5 Bon, ça aboutit à quoi ? Vous voyez bien que ça ne marche pas sur le particulier, puisqu'on va avoir moins de véhicules avec ces systèmes, moins de ventes de véhicules à particulier qu'il y a 2 ans. Donc on a un véritable problème. Et ça, si vous ajoutez à ça la trajectoire fiscale, vous avez un grippage du marché. Le marché du particulier, globalement, sur les 9 à 10 premiers mois de l'année, il est à moins 9, moins 10% par rapport à l'année dernière.
Malgré une offre qui a considérablement augmenté. Marc Bruchet, ça, faut le préciser. Moi, je vais vous faire une proposition honnête. C'est que quand vous passez à Paris, parce que je sais que vous venez pour Mobilian, c'est un syndicat qu'on suit beaucoup, qui défend les métiers liés à tout ce qui est la filière automobile, neuve ou aftermarket. Vous passez nous voir en studio et on fait un décryptage aussi de la réalité des concessionnaires, parce qu'on en parle rarement. C'est bien de le dire. Voilà. Bon, là, 1 milliard foutu en l'air. Et vous verrez tout à l'heure, on va parler dans la deuxième partie de l'émission de l'augmentation du bonus pour les voitures électriques. Vous allez dire chouette. Allez, l'ami Jean-Luc, on en parle tout à l'heure. Mais quand je vais vous dire qui paye, vous direz moins chouette. Après 11h, on est très très en retard. Merci beaucoup Marc Bruchet. Merci Marc. L'invitation est lancée. Vous nous dites quand vous êtes sur la capitale et vous venez dans l'émission. On en parle en détail. Allez, à suivre l'info dans quelques instants, même si on est un peu en retard. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Que le temps passe vite quand nous sommes en bonne compagnie. Vous êtes avec nous, on est ravis. L'ami Jean-Luc, évidemment, reste aussi au micro de Sud Radio pour cette deuxième heure, avec un joli programme de nouveau. On va pouvoir acheter des voitures rares chez Renault. Exactement, Renault vend les bijoux de la couronne. Voilà, donc vous aurez cette superbe couronne avec 2 diamants. Enfin non, mais il y a vraiment, il y a des diamants à vendre. Il y a des Formule 1. Il y a une réplique de la toute première Renault. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Même pour Jean-Marie Bordry, on en parlera tout à l'heure. Et la vente aux enchères. Et la vente aux enchères aura lieu la semaine prochaine. On en parlera dans la rubrique classique. On en parlera, oui. Jean-Marie Bordry, pour ceux qui arrivent récemment à l'écoute de Sud Radio, c'est notre collègue, évidemment, de Sud Radio, qui a une vieille Modus et qu'on taquine tout le temps, même si on aime beaucoup sa voiture également. Alors, on va aussi parler de l'augmentation du bonus électrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On aura aussi, et on va commencer par là, un vrai sujet sur les pneus, l'ami Jean-Luc. Exactement. Les pneus mettent-ils notre santé en danger? C'est ce que voudrait laisser croire une enquête qui a été réalisée par Agir pour l'environnement. C'est une association écologiste. On va essayer d'analyser plus en détail leur enquête. Avec notre ami Dominique Stamfel qui patiente depuis maintenant plus d'1 heure. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Dominique Stamfel, bonjour. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Patienter avec vous, c'est toujours un grand plaisir. On va raconter à nos amis, pour pas faire un peu privé de joke, c'est que tout à l'heure on s'est trompé d'heure et on a appelé Dominique avant même le 10h. Il était encore en pyjama avec son bonnet de nuit. Bon. Comment ça va Dominique Stamfel ? Ça va très bien. Président du syndicat du pneu. Bon, en plus, alors la question est grave, Dominique. Est-ce que les pneus mettent notre santé en danger? En fait, cette association-là, Agir pour l'environnement, vient de découvrir que quand un pneu s'usait, finalement, si les bouts de pneus partaient pas par petits morceaux, c'était des particules émises dans l'air. Bon, il y a une émission, je crois, sur une radio, qui est très bien, qu'on parle depuis un petit moment, il me semble. Oui, alors d'abord, c'est pas nouveau, puisque c'est un sujet sur lequel les scientifiques travaillent depuis les années 80, sur laquelle les manufacturiers travaillent également depuis longtemps, et sur laquelle quelques journalistes attentifs ont déjà travaillé, et c'est le cas puisque, si je me souviens bien, une chronique de Parlons Pneus, Parlons Bien a été consacrée à ce sujet l'an dernier. Donc c'est pas un sujet nouveau. Voilà, donc ils enfoncent une porte ouverte, et puis comme toujours, à chaque fois qu'on a affaire à des associations écologistes, l'enquête elle est à charge, disons-le. L'enquête est carrément à charge puisqu'ils ont tout simplement oublié de consulter l'autre partie, c'est-à-dire les manufacturiers. Voilà. Et donc ça aurait permis quand même de donner un éclairage tout à fait différent. Ce qui est assez incompréhensible aussi, c'est que cette étude elle a été faite sur 6 manufacturiers qui sont les plus engagés dans le développement et la fabrication de pneus éco-responsables, donc qui représentent moins de 50% du marché. Donc ils ont oublié une grosse moitié du marché, en particulier les pneus asiatiques. Donc c'est quand même une étude un peu étrange.
Ouais. Bon, alors ce qu'ils disent, par contre, ça peut faire froid dans le dos, mais quand on regarde la méthodologie, on se rend compte que c'est un peu n'importe quoi. Oui, alors ils ont pris des particules de pneus, ils les ont chauffées à des températures extrêmement élevées, 600-650 degrés. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ça arrive jamais. pneu, non. Ça arrive jamais sur la route. Non, sauf quand il y a un incendie. Laurent, on est d'accord. Non, ça n'arrive jamais, puisque en utilisation courante, la température d'un pneu en été elle est de 90 degrés. En F1, ça peut être 140 degrés, mais c'est bien le maximum. Qu'on rencontre. C'est comme si on vous disait une pizza elle est cancérigène. Voilà. Parce que je la cuis à 900 degrés, je la fais brûler à 900 degrés. Ouais, voilà. Donc c'est un peu contestable. Ceci dit, oui, c'est un sujet sur lequel il faut être attentif et sur lequel effectivement la filière est très attentive et sur laquelle la filière travaille. Ça c'est clair. Ça représente quoi comme émission de particules les pneumatiques chaque année ? Alors, quand vous avez un véhicule moyen, entre le moment où vous montez les pneus neufs et le moment où vous les démontez quand ils sont usés, après 40, 50, 60 000 km, sur une voiture moyenne, les pneus ont perdu en gros 2 kg, 2 kg et demi, c'est-à-dire c'est 10 kg sur le véhicule. Sur un poids lourd, sur la durée de vie d'un pneu poids lourd, enfin d'un ensemble poids lourd, c'est environ 200 kg. Donc effectivement, c'est pas rien. Il faut s'en préoccuper. En France, c'est effectivement entre 80 000 tonnes, enfin aux environs de 80 000 tonnes de particules qui sont issues de l'usure des pneus, qui sont diffusées, réparties sur les routes en France. Oui, on a déjà reçu des responsables de Michelin qui travaillent sur le sujet depuis longtemps, qui ont analysé la nature de ces particules qui sont rejetées au bord de la route. Au final, il n'y a pas à crier au loup, quoi. C'est des particules qui sont moins dangereuses que les particules de frein, par exemple. Et puis la réglementation prévoit justement de les prendre en compte. Oui, la réglementation Euro 7 va les prendre en compte. Il est même prévu d'ailleurs de mettre un étiquetage sur les pneumatiques concernant ces éléments. Sauf que pour le moment, la méthodologie de mesure n'est pas tout à fait déterminée encore, puisque deux opinions s'affrontent. Soit faire des essais en laboratoire, ce qui est le plus pratique, soit faire des essais en conditions réelles, ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut faire rouler des voitures longtemps pour effectuer ces mesures. Mais effectivement, c'est un sujet qui est sensible et sur lequel on travaille et sur lequel il y aura des évolutions de manière très rapide. Et il y a déjà des enquêtes, alors beaucoup plus sérieuses que celles-là qui ont été faites, en particulier par le Touring Club suisse, qui a mesuré les émissions de particules dont on a parlé. De plusieurs marques de pneumatiques. Il s'avère que effectivement, il y en a qui sont beaucoup moins émetteurs que d'autres. On va les citer puisque c'est les meilleurs, on a le droit, ils sont français en plus. Les pneus Michelin, par exemple, émettent moins de particules parce qu'ils s'usent moins vite que des pneus concurrents. Et on n'a pas tout à l'heure pudiquement, Dominique a parlé des pneus asiatiques. On va les nommer. Les pneus chinois, c'est juste catastrophique, quoi, en termes d'émissions de particules. Donc, et on rappelle que c'est une étude indépendante. Voilà, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait se pencher, plutôt que de dire voilà, les pneus ça pollue. Bon, d'accord, ça pollue, mais il y a tellement de choses qui polluent dans notre monde qu'il faut plutôt se concentrer sur ce qui est moins polluant plutôt que de dire faut arrêter. Surtout ce qui pollue, c'est les infos, les mauvaises infos, enfin les infos comme celle-ci, quoi. Aussi. Et ça pollue de moins en moins. Quand je disais que les manufacturiers travaillaient dessus, ils ont 3 pistes pour travailler sur ce sujet. La première, c'est de moins diffuser de particules. Ça, pour les manufacturiers, c'est quand même un gros sacrifice et on pourrait dire même si la branche sur laquelle ils sont assis, parce que ils envisagent, ils travaillent sur le fait de commercialiser des pneus qui sont plus endurants. Donc en fait, ils en vendront moins. Ils en vendront moins, ça c'est clair. Là, il y a 2 solutions. La première, c'est de travailler sur des matériaux pour avoir des matériaux qui s'usent moins, et puis également sur la construction du pneu, qui permet également de faire en sorte que le pneumatique s'use moins vite. La deuxième chose également, c'est de ne pas utiliser de matériaux polluants ou chimiques à l'intérieur des pneumatiques. Donc depuis 20 ans, il y a un certain nombre de produits comme les huiles aromatiques qui ont été supprimés. Et puis alors après, il y a des solutions plus ou moins fantasques, mais qui consisteraient par exemple à doter le véhicule d'un aspirateur à particules.
Ouais. Et puis, on va rappeler quand même que un des facteurs d'émission de particules les plus importants se trouve entre le siège et le volant. J'adore cette expression. Oui, alors il y a plein d'éléments qui pèsent sur l'usure du pneumatique, mais effectivement, sur les études, on sait très bien que c'est le comportement du conducteur, sa façon de conduire, qui a une influence majeure sur l'émission, sur l'usure des pneus et sur l'émission de particules. Donc en fait, il y a aussi une responsabilité des conducteurs sur ce sujet. Juste une question, à quoi ça leur sert de faire des enquêtes fausses comme ça? C'est quoi l'idée? C'est encore d'alerter, de faire peur? Non, c'est juste d'exister, je pense que c'est ça, ils ont besoin d'exister. C'est ça. Alors Laurence, l'enquête n'est pas fausse, hein. La preuve c'est qu'on s'en préoccupe, mais elle est biaisée. Donc, non, mais c'est pas qu'elle est quand même fausse quand on fait monter un pneu à plus de 600 degrés alors que jamais il vivra ça pour en ressortir un nombre de particules. De toute façon, tout est faussé. Enfin, une étude scientifique, ça ne se fait pas comme ça. Enfin. Effectivement, l'enquête a été reprise par un grand nombre de médias, en presse écrite, voire en télévision, que certains de ces médias ont eu le bon réflexe de nous consulter ou de consulter les manufacturiers pour avoir une autre version de la situation. Mais ceux qui font du sensationnel, ils aiment bien ce genre d'informations. Ils vont pas plus loin. Ils se disent voilà, vous vous rendez compte, moi, quelle horreur. Bah bien sûr, non mais c'est pas ça. Alors effectivement, ça a été réussi de ce côté-là, puisque ça a fait le buzz. Mais moi, je veux rassurer nos auditeurs. On travaille dessus et pour le moment, ils vont pas mourir d'une infection. Et puis c'est ce sujet-là, mais comme tous les autres dans la vie, s'il vous plaît, prenez du recul ou faites un pas de côté. Ou écoutez des émissions sérieuses qui essayent d'aller un peu plus loin. Et faites un pas de côté. Dans le sensationnel. Gardez votre libre arbitre et renseignez-vous au lieu de manger les informations comme ça tout cru et de vous faire des idées qui sont fausses. Merci à vous, Dominique Stemfeld. Merci, Dominique. Merci de ramener. On vous rappelle dans 1 heure, puisque maintenant c'est toutes les heures. Aude a décidé qu'elle vous appelait toutes les heures. C'est bon, je vous attends patiemment. Merci de ramener un peu de clarté sur ces sujets si importants. Dans quelques instants, on vous reçoit au 0826 300 300. On va vous donner la parole, vous n'hésitez pas. On accueillera Christophe qui nous a envoyé un mail. Je participe @sudradio.fr. Il a mis On parle auto dans l'objet du mail, toutes ses coordonnées et sa question dans le mail. Et on va l'avoir avec nous en direct dans moins de 3 minutes. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on va tout de suite évidemment vous donner la parole. Vous savez que ce rendez-vous est le vôtre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes en notre compagnie. Ça nous fait plaisir. Tiens, une petite parenthèse avant d'attaquer le sujet de notre Christophe qui nous a envoyé un mail. C'est Cédric par rapport à tout ce qui s'est dit depuis le début de l'émission qui dit vive les Youngtimers. C'est moins compliqué que les électriques. Cédric est vraiment un grand défenseur des Youngtimers. Allez, Christophe nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va bien. C'est cool, vous habitez où? Je suis dans le nord du Cher, pas loin de la Motte Beuvron, si ça vous dit quelque chose. Tout à fait. Oui, je vois très bien où c'est la Motte Beuvron. Voilà, il y avait Auguste Pignard de la Motte Beuvron. De la Motte Beuvron. On a les références que l'on peut. Bien sûr. Je suis originaire du Sancerrois, sinon. Ça voilà, c'est pour moi ça. Oui, ça parle plus à Laurence. C'est marrant. Voilà, Laurence qui avait interviewé un ami, Benoît Fleurier. Voilà. Oui, parce que vous n'êtes pas loin non plus. Non. Quand vous verrez Benoît qui fait des très très beaux vins, et de Sancerre et de Mentou Salon à consommer avec modération, pensez à faire vos commandes pour les fêtes de fin d'année, parce qu'un joli Sancerre avec tout ce qui est fruits de mer et compagnie, ça peut être aussi hyper agréable, et vraiment ces vins sont... tu les as déjà goûtés, j'ai déjà tout goûté. Que si on Sancerre. Vous n'hésitez pas, vous ferez la bise à Benoît. Ceci étant dit, donc, on va pas parler. Une question. Revenons-en à nos moutons. à nos roues, à nos voitures. On vous écoute, Christophe. Oui, donc moi j'ai une Lexus et une Yaris, et donc j'avais envoyé un message à Jean-Luc pour la recharge des batteries, parce qu'il avait été question dans une précédente émission d'utiliser un petit chargeur moins de 4 ampères. Et moi sur la Lexus, la batterie elle est dans un compartiment dans le coffre,
Et du coup, si je veux la recharger, je suis obligé de laisser mon coffre ouvert, ou si je recharge par le bornier qui est devant sous le capot, je laisse mon capot ouvert, mais après, ça me réveille le véhicule et j'ai un message au tableau de bord comme quoi j'ai un ouvrant ouvert. Et est-ce que c'est dangereux de recharger alors que le circuit va être sous tension, quoi? Alors, normalement, on devait avoir Abel Santirso avec nous, mais il doit faire dodo encore, comme directeur des ventes de CETEC Europe. Ouais. J'ai posé cette question cette semaine à Abel. Alors moi, j'avais des éléments de réponse, mais il m'a appris un truc. Il m'a dit, vous savez, nos chargeurs ont des câbles qui sont spécifiquement faits pour être pincés. Ça veut dire qu'ils ne craignent pas que vous refermiez le capot en coinçant le fil dedans. Ils sont faits pour ces fils. Donc, que vous chargiez dans votre coffre ou sous le capot à l'avant au bornier, vous pouvez claquer le coffre pour le fermer. Et là, vous n'aurez plus la voiture, entre guillemets, sous tension. Le câble, il est prévu pour ça. Et c'est bien qu'il m'ait dit ça, parce que moi, d'habitude, je laissais justement les coffres un peu ouverts, de peur de pincer ce fameux fil. Et il m'a dit, non, c'est étudié pour. Donc, à partir du moment où c'est étudié pour, vous pouvez le faire. Alors, est-ce qu'il y a un risque pour l'électronique? On l'a dit, alors... avec main de précaution, parce que les Japonais sont des gens qui prennent beaucoup de précautions. Ils disent maxi 4 ampères pour recharger. En fait, on pourrait recharger plus fort que ça, mais au moins, si on s'en tient à moins de 4 ampères, si vous avez un MXS 3.8 CETEC, là, c'est très bien. Vous pouvez le charger comme ça, directement au bornier. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, vous mettez sous le capot, parce que dans le coffre, ça va vous obliger à démonter un cache, sans doute, pour accéder à la batterie. Ouais, ça se fait simplement. Oui. Ouais, vous le mettez le bornier sous le capot, clac, vous branchez. Je ferme le capot. Exactement, vous fermez le capot, le fil est pincé, et le fil, il adore être pincé. Voilà. Il s'appelle le fil, c'est parce qu'il s'appelle le fil crabe. C'est ça. Pardon. Donc, et vous, dans les questions que vous posiez aussi, est-ce qu'il y a des émissions de dihydrogène? Cédric, pareil, sur la page Facebook de Sud Radio, dit: j'ai l'habitude de fermer mon coffre avec le chargeur CETEC, jamais de problème. Voilà, ça exactement. C'est fait. Ouais. Alors, les émissions de gaz sur les nouvelles batteries qui sont sans entretien, il n'y a plus d'émissions de gaz aujourd'hui. Quand vous chargez, il y a effectivement une émission de dihydrogène dans la batterie, mais c'est recyclé dans la batterie. Il n'y a plus de mise à l'air de la batterie comme il y avait sur les anciennes batteries. Donc il n'y a pas d'émission de gaz. Donc vous pouvez recharger votre voiture avec le capot fermé. Ça ne va pas exploser si vous ouvrez avec une cigarette au bec. Même si c'est une batterie liquide acide plomb. Oui, même non, mais en plus, franchement, il y a une chose. Le dihydrogène, donc l'hydrogène, pour faire simple. L'hydrogène, quand il est dans l'air, il se recombine tout de suite avec de l'oxygène et ça fait de l'humidité, quoi. Il reste pas. Malheureusement, c'est un des vrais problèmes de l'hydrogène. C'est qu'on a du mal à le garder sous la forme hydrogène. Donc le risque est vraiment très faible. Ce que vous allez émettre, même en admettant que vous avez une vieille batterie dans un coin, qui est encore bonne, c'est un miracle, et vous décidez de la charger un peu fort avec, ça va faire des bulles, des émissions de dihydrogène. Si vous arrivez dans la pièce avec une clope, ça va pas exploser, rassurez-vous. C'est bien de pas fumer. Non, mais non, faut arrêter, faut pas psychoter sur des trucs comme ça. Non. Non, mais on a toujours dit que quand on chargeait une batterie, il fallait le faire dans un local ventilé. Oui, dans un local ventilé, mais tout le monde prend. Oui, mais alors, comme je vous l'ai dit, les nouvelles batteries là qu'on peut plus ouvrir, d'ailleurs, il y a pas de risque à ce niveau-là. Ouais, mais il y a pourtant un orifice de dégazage qu'on raccorde sur un petit tuyau. Oui, il y a un orifice de dégazage qu'on raccorde sur un petit tuyau. Donc ça pourra sortir dans le pare-bouc. Si vous faites exploser, ça n'est jamais arrivé, si vous faites exploser votre voiture parce que vous avez mis un tout petit chargeur qui charge pas fort en plus, faudra vous mettre dans le livre d'Aircore, je pense. Non, mais je préférais avoir votre avis. Mais vous avez raison. Je sais que vous êtes concerné aussi. Oui. Moi, je suis concerné. Je me dis, il doit y avoir une solution. Alors, qui va intéresser tout le monde. J'ai un de mes copains qui m'avait offert un panneau solaire
Parce que le vrai problème, effectivement, des hybrides Toyota, quand on s'en sert pas pendant longtemps, c'est que la batterie 12 volts tombe en carafe. Donc il m'a dit, tiens, j'ai ça sur mes voitures. Il a des camionnettes dans son entreprise. Il me dit, on met ça, on le branche sur l'allume-cigare, c'est génial, on n'est plus jamais en panne de batterie. Donc il m'offre ce truc-là. Je le branche sur le Lexus, et manque de peau, le Lexus, quand on lui branche ce genre de choses dans la prise allume-cigare, le contact reste allumé, donc ça consomme beaucoup plus que ce que peut fournir. Voilà, donc c'est contre-productif. Alors je lui ai dit, quand même, il faut que je trouve, et en se raccordant directement aux bornes de la batterie, nickel. Franchement, ça marche très bien. Donc je ne serai plus jamais en panne de batterie 12 volts. Je raccorde le panneau solaire directement sur la batterie et pas sur l'allume-cigare. Alors pourquoi est-ce que quand je suis sur l'allume-cigare, ça m'allume le tableau de bord de la voiture et ça met la voiture en veille, mais enfin ça l'allume. Et pourquoi quand je suis au bord de la batterie, ça le fait pas? Je n'en sais rien. Voilà, je vais être honnête, j'en sais rien. Par contre, ça marche quand je suis branché directement au bord de la batterie. Voilà. Donc c'est une solution pour ceux qui nous écoutent. Alors évidemment, si vous êtes au deuxième sous-sol, un capteur solaire, ça va pas bien marcher. Mais si votre voiture stationne dehors et qu'il y a de la lumière, c'est suffisant pour maintenir la charge de la batterie. Top. Non, super. Et alors, voilà. du coup, et ça coûte pas cher. Mais du coup, on prend quand même un petit chargeur à côté? Oui, c'est mieux de refaire une charge. Oui, bien sûr. Parce que ça pourrait vouloir dire que ce petit capteur solaire serait suffisant, mais non, il faut quand même... Non, de temps en temps, il faut faire, même toutes les voitures, quel que soit le modèle, il faut de temps en temps mettre un coup de chargeur. Et puis c'est bien parce que vous voyez, il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui dit, je viens de changer ma batterie, 266 €, lol. Moi aussi, de la changer, ça m'a fait un peu mal. En plus, moi, c'est une batterie avec le Start and Top, là, la fameuse, ça coûte trop cher. Stéphane qui dit, quel modèle de panneau solaire et comment savoir si le contact est dispo? Cédric qui dit, j'ai 2 CTEC, je souhaite un 3e, vous me conseillez quel modèle, l'ami Jean-Luc? Tout dépend ce qu'il veut charger comme voiture, c'est toujours pareil, quoi. Donc voilà, vous voyez que votre sujet, Christophe, intéresse beaucoup de gens, hein. Ah, mais ça, c'est un sacré dossier. C'est ça. Puis la batterie, c'est pareil, c'est une batterie AGM, il n'y a que Lexus qui la fournit. Enfin, je m'en suis rendu compte après. Il n'y a que Lexus, vraiment, vous êtes sûr? Vous avez regardé les dimensions et vous êtes allé voir sur Internet non, mais moi, j'en ai acheté une parce que le jour où j'étais en panne, il fallait que je me dépanne rapidement. Ah oui, c'est toujours comme ça. Acide au plomb, la même dimension, mais par contre, c'est pas une AGM, quoi. Mais bon, ça fonctionne pareil. Oui. On vous souhaite un bon week-end, Christophe. Eh ben, vous deux aussi. Et merci de votre mail qui a ouvert pas mal de choses. Et vous embrassez Benoît quand vous passez le voir. Il n'y a pas de souci. Le privé de joke sur l'antenne de Sud Radio. On revient avec vous dans quelques instants, juste après la pause. Et on va partir sur Classic Car et sur Renault qui vend une partie, comme le dit l'ami Jean-Luc, des bijoux de la couronne. Tant que c'est pas les bijoux de la famille. Sud Radio. Parlons GS27 présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et restez bien en notre compagnie car d'ici quelques minutes, on va parler de l'augmentation du bonus électrique. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mais pour l'heure, l'ami Jean-Luc, on va vous livrer un Renault scoop. Vend des... les bijoux de la couronne. Wow. Donc Pierre Novikov qui est avec nous, vice-président d'Arcurial Motor Cars. C'est vous qui avez fait le casse du Louvre. Bonjour. Non, bonjour. Bonjour. Non, on a discuté avec Renault pour réorganiser leur collection. Mais alors, ça donne une sacrée vente. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ils vendent déjà? Et qu'est-ce qu'ils vendent et pourquoi ils vendent? Alors ils vendent déjà la semaine prochaine. Ça faut le savoir. La vente c'est le 7 décembre sur le site de Flins où il y a, on va l'appeler le musée pour faire plus simple que tout le monde comprenne, un musée très moderne où il y a les collections de Renault qui sont exposées parce que Renault avait une collection fabuleuse qui était remisée dans des hangars en gros. Donc là maintenant on peut la voir. Ils se sont rendus compte sans doute en faisant le ménage qui nous arrive tous qu'il y avait plein de trucs qui ne servaient à rien et ils ont dit tiens allez on va vendre. Alors c'est des doubles, c'est quoi il y a 180 lots et c'est quoi ces 180 lots? Après on ira dans le détail de certains. Oui, mais en fait, le musée va être construit en 2027. Donc là, on est dans un moment intermédiaire. Et Renault conserve 800 voitures dans son département historique. Et le musée n'aura que 600 places. Donc il y a une problématique
de place tout simplement pour Renault, et ils doivent réorganiser leur collection. Cette vente va aussi leur permettre de pouvoir acheter des modèles qu'ils n'avaient pas forcément dans la collection, puisque l'ambition du musée, c'est de regrouper toutes les voitures de Renault créées depuis 1898, depuis plus de 125 ans, avec dans des états qui sont... Donc c'est quand même une mission qui est très importante, et grâce à cette vente, en fait, ils vont pouvoir avoir un peu d'espace pour habiller ce nouveau musée de 600 voitures, et ils vendent. Alors on a choisi, enfin c'est Renault qui m'a soumis les véhicules qu'ils voulaient vendre. C'est souvent des véhicules qu'ils ont déjà dans la collection. Ouais, c'est des doubles. Ce qui est drôle. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que ce sont des doubles qui peuvent être exceptionnels, puisque il y a 7 Formule 1 RE40. Ouais, et on va y venir. Ouais, on va y venir tout à l'heure. Ouais. Alors, on va commencer par la plus ancienne, c'est plus facile. Bon, là, c'est une réplique, mais c'est quand même la première Renault de l'histoire. Donc, si vous voulez mettre dans votre salon la première Renault de l'histoire, c'est possible. Exactement. Et puis, ce qui est très intéressant, qu'en fait, cette Tipa réplique qui avait été construite à l'époque par Louis Renault dans son garage de Boulogne. Louis Renault, qui était quand même un ingénieur extrêmement créatif, puisqu'il avait déposé, vous savez, plusieurs brevets. Et notamment, on explique souvent que c'est lui qui a créé la boîte de vitesse. Et cette Tipa réplique, en fait, ce qui est très intéressant pour un collectionneur, c'est qu'elle a été faite pour le centenaire de la marque par le constructeur, à partir d'un modèle existant. Et si vous voulez réaliser une voiture comme celle-ci aujourd'hui, ça vous coûterait des centaines de milliers d'euros. Oui. Donc aujourd'hui, pour un collectionneur, il peut acheter une réplique qui a été refaite par le constructeur. Oui, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Alors j'ai vu la mise à prix, c'est pas si monstrueux que ça, mais bon, ça va certainement grimper beaucoup. Là, c'est pour attirer le chaland, de 30 à 60 000 euros. Bon, sans prix de réserve. Hein, ça veut dire que si on juste une chose à 5 000 euros, je la prends. Juste une chose, messieurs, la vidéo de ces magnifiques voitures est en train d'être diffusée sur la page Facebook de Sud Radio pour ceux qui veulent regarder les véhicules en question. Voilà. Donc, on voit notamment la Tipa et d'autres voitures de 1900 qui roulent. C'est ça qui est assez génial. Mais si vous voulez, les estimations doivent être là pour guider les collectionneurs, mais c'est vrai qu'il ne faut pas les effrayer. Une vente aux enchères comme celle-ci, elle suscite déjà l'intérêt parce qu'elle est unique. Ce sera une fois dans l'histoire de Renault et dans l'histoire d'Arcurial que ces collectionneurs pourront acheter des morceaux de patrimoine du constructeur. Et nous avons présenté les voitures avec des estimations qui sont réalistes. Et sans prix de réserve, ça veut dire qu'en fait, une fois que le commissaire-priseur met sur table, s'il y a preneur, eh bien, on vend la voiture. Donc, on va commencer généralement à 50% de l'estimation. C'est pas la peine de commencer à 5 000 euros quand on sait que c'est une voiture qui en vaut 50 000. Vous voyez. Mais on lance quand même un message aux collectionneurs pour leur dire venez le 7 décembre à cette vente parce que vous pourrez repartir avec un morceau d'histoire. Alors là, il y a plein de voitures, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Alors Pierre, vous dites voiture, mais il n'y a pas que des voitures. On a vu dans les images, on a vu passer un bateau. Je savais même pas que Renault faisait des bateaux. Il y a un bus à vendre aussi. Alors moi, ça me touche particulièrement parce que mon papa a démarré sa carrière comme conducteur de bus sur justement des TN6, ces vieux bus à plateforme. Il y a la Renault 5 de la police. Il y a une Renault 5 police, ça j'adorerais. Ça j'adorerais ce truc-là. Mais on peut rouler avec celle-là. Ah ouais. Oui. Alors, mais vous savez que le bus est arrivé dans la collection roulant. C'est quoi cette Clio? Une Clio 6 roues. Une Clio 6 roues. La Clio 6 roues. Alors, mais ça, typiquement, c'est chez Aflin, à l'usine. C'est un exercice, en fait, des carrossiers qui s'étaient amusés à faire une Clio 6 roues. Mais c'est génial parce qu'en fait, c'est fait au sein de l'usine. C'est une création un peu loufoque et en même temps, c'est unique. Donc, c'est quand même drôle. Pour revenir au bus, alors j'ai appris que le bus TN6, vous savez qu'il fallait quelqu'un à l'arrière qui aidait à freiner quand il descendait, notamment Montmartre et toutes les côtes de Paris. C'est assez spécial, mais ce qui est génial avec le bus, c'est que vous avez toutes les publicités d'époque peintes. En fait, il s'est arrêté à la RATP et il a été conservé par des passionnés. Et donc, il y a encore les publicités des années 40. Enfin, c'est génial. C'est vraiment un voyage dans le temps. Il y a aussi des voitures là qui ont fait de course. Oui, alors là, j'ai mis dans les images la 21 Turbo. Alors, qui n'est pas un modèle exceptionnel, qui est une groupe N, mais qui a été conduite par quelqu'un dont on connaît le nom. Carlos Antunes Tavares. Ça fait une grande partie de sa carrière. La Formule 1, là. Non, ça, c'est pas une Formule 1, c'est une voiture du Mans, ça. Ah, c'est une voiture du Mans, oui, t'as raison. La 442. Merveilleuse, la 442. Ils vendent aussi, ils la vendent. Alors oui, ils la vendent, mais comment expliquer ça d'un point de vue commercial? Il en reste 3, il leur reste la gagnante du Mans et celle qui est arrivée 3e au Mans. Donc, si vous voulez, Renault garde des A442. En revanche, c'est la seule A442 que vous pourrez acheter. Et alors là, vous savez, pour un collectionneur, c'est une émotion à chaque fois quand je vois cette voiture parce qu'en fait, depuis 1978,
elle n'a plus roulé. Elle a été conservée comme ça. Ouais. Et en fait, j'hésite presque parce que c'est une voiture avec laquelle vous allez pouvoir faire, vous savez, aujourd'hui, il y a des événements magiques comme Le Mans Classique. Donc c'est une voiture qui sera accueillie les bras ouverts, évidemment. Mais en même temps, elle est tellement d'origine. Elle est conservée comme sa dernière course. C'est vraiment émouvant. Je l'ai montré notamment vous savez, à Victor Jabouille, qui est un jeune pilote. Son père avait roulé sur la voiture. Il était très ému de voir l'état de la voiture. Et c'est vrai que c'est incroyable, ces voitures qui ont été conservées depuis toujours par le constructeur. Ouais. Alors, il y a des Formule 1. On peut même se payer une Formule 1 qui a été, alors pas celle qui est championne du monde, mais l'année où Renault, en tant que motoriste, a été champion du monde. Bien sûr, même plusieurs fois. Alors, il y a la Williams FW19. Ça fait partie, si vous voulez, des accords que Renault avait quand il développe le V10. Les écuries automobiles donnaient une voiture à la fin de la saison. Et cette Williams FW19, c'est la fameuse année du titre de Villeneuve, où Michael Schumacher, quand il voit Villeneuve passer, donne un coup de volant, lui dit qu'il n'a pas du tout donné de coup de volant, mais bon, on peut se poser des questions. C'est vrai que vous avez une voiture qui a été championne du monde dans l'année. Mais parmi les Formule 1, là où il faut vraiment insister, c'est que c'est la seule fois que nous allons vendre quasiment toute la généalogie, toute la famille des Renault Turbo. Et c'est Renault qui, en fait, va développer la Formule 1 à un niveau technologique qui est jamais vu. Puisque dans les années 70, ça reste quand même très anglais, la Formule 1. Il n'y a que Ferrari qui participe. Et quand Renault va arriver, c'est un constructeur français qui arrive avec une nouvelle solution technique, le turbo. Avec le T-Pot, exactement, le Yellow T-Pot, comme disent les Anglais, avec cette prise d'air caractéristique. Et vous savez qu'en fait, quand ils arrivent, Gérard Larousse explique au board de Renault de l'époque, on va pouvoir gagner des grands prix grâce au turbo, mais attention, on va pouvoir gagner des grands prix qui sont en altitude. Parce que le turbo va mieux gaver les moteurs, et c'est là où on pourra tirer notre épingle du jeu. Et quel Grand Prix il gagne en premier ? C'est Dijon, qui est à 700 mètres d'altitude. C'est un circuit qui est un peu en hauteur, et c'est ce qui va aider à gagner. Combien parce que les estimations là, alors sont plus élevées que sur évidemment d'autres véhicules, mais je les trouve également assez basses. Combien vous espérez des Formule 1 ? La plus chère pourrait atteindre quoi selon vous, d'après vos estimations ? Alors c'est les RE40, vous savez, c'est l'année Prost et Eddie Cheever. Prost rate le championnat du monde de 2 points, donc c'est quand même une année assez magnifique. C'est des voitures qu'on a estimées entre 500 et 800 000 euros. Et il y en a une qui roule, qui est la Renault RE40 04. C'est pas monstrueux. À mon avis, non, c'est pas monstrueux. Après, rappelez-vous quand même que le prix, par exemple, de la réfection d'un moteur de Formule 1, c'est vite 100 000, 150 000 euros. Donc, c'est quand même des voitures qui ont un certain coût à faire rouler. Mais en même temps, quand vous êtes un passionné d'automobile, que vous avez grandi avec Prost, avec ce Yellow T-Pot, avec la Lotus de Senna, votre rêve ultime, c'est de prendre le volant un jour d'une Formule 1. Et il y a beaucoup aujourd'hui de collectionneurs qui vont courir, par exemple, à Monaco historique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, chez Renault, si vous allez chez Alpine F1 à Viry-Châtillon, qui construisait les moteurs à l'époque, eh bien, vous avez un responsable, Laurent de Bailleul, qui connaît par cœur ces moteurs et qui va pouvoir vous le refaire. J'allais pas dire comme un moteur de Clio. J'exagère peut-être un peu. Mais qui va pouvoir refaire entièrement le moteur, suivre la vie du moteur, et vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Donc, je trouve ça assez incroyable. Ça risque d'être un peu cher. En revanche, dans des tarifs en se cotisant tous, qui sont accessibles pour nous, entre 3 000 et 5 000 euros. Il y a le concept car de la Modus, et qui va intéresser Jean-Marie Bordry, qui roule avec une Modus. Il est fan de Modus, c'est un homme de goût. Plus vieille. Je crois qu'il a toujours sa Modus, je ne sais pas combien elle a de kilomètres. Et Laurence a vu, elle a fait, parce qu'on avait la petite vidéo qui passait, elle a fait un drôle de mimique. Elle a vu passer une soucoupe volante. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était l'alcool ou vraiment il y a une soucoupe volante ? Non, c'est pas possible, moi, l'alcool. Je bois toujours avec modération. Et jamais le matin, que les choses soient claires. C'est la Rena Stella qui est un concepteur. Elle s'appelait Rena Stella. D'une nom. Alors, la Rena Stella était une voiture des années 30. C'était le haut de gamme de Renault avant-guerre. Et en fait, cette voiture s'appelle la 2328 Rena Stella. C'était un concept car de secoupe volante qui a été réalisé en fait pour Euro Disney, pour la création d'Euro Disney en 1992. Et là, on va vendre la maquette, mais figurez-vous qu'on a déjà vendu un des exemplaires qui avait été réalisé. Et quand je suis revenu de la vente aux enchères, mon fils m'a dit « Papa, tu vends des secoupes volantes ». Et c'était quand même assez fort pour lui. Mon père, ce héros, quoi. Bon, Pierre, on rappelle, la semaine prochaine, voilà, techniquement. Le 7 décembre, à Flins.
Et ça commence à quelle heure? Les passionnés, je pense, sont réunis. Alors la vente commence à 13h. Okay. Il y a 180 lots, donc ça va quand même durer 6 heures. Ouais. Et puis c'est vrai que ça va des Formules 1 aux objets. C'est vrai que les objets, plus atypiques, parlé, mais on peut pas, Pierre. On peut pas parce que moi je peux pas vous vendre aux enchères le temps que c'est compliqué. En tout cas, Pierre Novikov, on sent bien que vous êtes aussi un passionné et c'est hyper agréable à écouter et à entendre. Vice-président d'Arcurial Motorcars, on est obligé de vous abandonner là maintenant. Merci beaucoup. Merci Pierre. Et on se retrouve évidemment pour la vente aux enchères le 7 décembre sur le site de Flins. Les curieux, les amoureux, les passionnés, ceux qui ont des sous, ceux qui n'en ont pas, vous êtes tous conviés à y aller. Oui, il y a des trucs pas très chers. Ouais. Dans quelques instants, vous, l'ami Jean-Luc, vous allez nous parler de l'augmentation du bonus électrique. Bonne ou mauvaise nouvelle? Allez, restez avec nous. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous voici arrivés dans ce dernier quart d'heure. Merci à vous toutes et tous qui êtes sur la page Facebook de Sud Radio. On est actuellement en train de parler d'un sujet qui va risquer de nous intéresser fortement. Tous, augmentation du bonus électrique. Et vous avez envie de poser la question, Jean-Luc, et d'y répondre, bonne ou mauvaise nouvelle? Ben oui, c'est le ministre de l'économie qui a annoncé cette semaine, Roland Lescure, qui a annoncé ce qui paraît être une bonne nouvelle, l'augmentation. Alors on dit plus le bonus écologique, on dit le coup de pouce véhicule électrique. C'est le nouveau nom en fait du bonus écologique depuis le 1er juillet. Vous allez comprendre pourquoi il y a un nouveau nom. Parce que, en fait, notre ministre de l'économie est en train de dépenser de l'argent qui n'est pas à lui. Alors ça, je sais très bien le faire. Et si vous me donnez votre carte de crédit ou si l'un d'entre vous qui nous écoute décide de m'envoyer un chèque en blanc, vous allez voir que je me débrouille très bien avec un chèque en blanc. J'irai peut-être à la vente Renault d'ailleurs, tiens, la semaine prochaine avec le chèque en blanc. J'imagine bien une belle Formule 1 dans mon salon. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. Il faut un grand salon quand même. Donc on va réexpliquer déjà, souvenez-vous, on va remonter quelques années en arrière. On nous avait dit, il y aura un malus pour les voitures et un bonus pour favoriser les ventes des voitures moins polluantes. Le bonus sera financé par le malus, c'est-à-dire les vilains cochons de pollueurs paieront pour que les gens bien puissent acheter des voitures moins polluantes. Bon, ça malheureusement, ça a commencé à coûter beaucoup d'argent. Donc, en juillet dernier, le gouvernement a dit c'est plus nous qui allons payer maintenant. C'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. C'est quoi les certificats d'économie d'énergie? C'est encore des cochons de pollueurs, en l'occurrence les fournisseurs d'énergie, on va prendre Total Énergie comme exemple, qui sont obligés en fonction de leur production de payer, alors j'essaye de faire simple, de payer des amendes, et c'est ça qui va servir à financer, je fais simple encore, les bonus. Donc, ils se disent, chouette, c'est pas nous, c'est pas notre argent, donc on va donner plus de sous pour acheter une voiture électrique, ça sera jusqu'à 5 700 €. C'est sous condition, on en revient au sujet dont on a parlé tout à l'heure. Sur le leasing. Voilà, on sait 5 700 € pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 16 301 € par an. Comment voulez-vous que des gens, un ménage qui ne gagne que 16 000 € par an, même avec un bonus de 5 700 €, achète une voiture électrique? Franchement... Mais pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de marcher sur la tête? On se fout de nous. Donc on pourra avoir jusqu'à 5 700, avec même en plus, si vous achetez par exemple une voiture dont la batterie est fabriquée en Europe, vous pouvez encore avoir un bonus supplémentaire de 1 000 €. Et on pense que ça va orienter le marché vers l'électrique. Voilà. Bon, ça c'est un vœu. Et la marmotte, met le chocolat dans le papier. Ça c'est un vœu pieux. Alors jusque-là, on peut dire, ok, d'accord. Ils sont gentils, ça va peut-être pas marcher, mais finalement, c'est les pollueurs qui payent, donc c'est bien. Sauf que les pollueurs, en l'occurrence, alors ils vont pas être contents, Total Énergie dit ça, mais eux, ils sont obligés de payer de leur poche. Qui au final va payer? Vous, moi, exactement. tout le monde. Tous les possesseurs de véhicules thermiques vont payer pour ce nouveau bonus électrique. On nous annonce des hausses des prix des carburants en janvier, mais les hausses des prix des carburants en janvier, c'est pas la hausse du pétrole, c'est pas la hausse des taxes, c'est simplement les pétroliers qui vont répercuter ces fameux CEE sur le prix du carburant. Donc en fait, Roland Lescure est en train de dire, on va donner un bonus à des gens qui n'achèteront pas de voitures électriques. Ceux qui vont en profiter, c'est les petits malins qui sont pas imposables pour X ou Y raison, mais qui sont pas des gens nécessiteux. Ils vont profiter de notre argent et c'est nous qui, en passant à la pompe, à partir de janvier, allons financer ça.
Voilà, c'est comme ça. Donc, à la question bonne ou mauvaise nouvelle, moi je dis mauvaise nouvelle. D'autant plus que le malus va continuer en janvier 2026 à augmenter fortement. Ah oui, non mais on atteint des sommets. On est le seul pays du monde. Non mais c'est n'importe quoi. Et en plus, économiquement, c'est un non-sens total. Ah bah là, on est en train de tuer la filière. Je vous donne un exemple qui a été repris par de nombreux médias. Il s'est vendu 300 Porsche 911 l'année dernière. C'est en chute libre. Ah bah oui. Parce que les bonus, les malus, on était à 70 000 euros. Donc les gens, même ceux qui ont les moyens, veulent pas payer 70 000 euros d'amende. Parce que voilà. Donc ils achètent plus les voitures. Sauf que il y a 20% de TVA sur les voitures. Donc ça coûte plus cher à l'État que ça ne rapporte avec le malus. Mais oui. Non, faut qu'on nous explique là. La rentrée de la TVA qui disparaît coûte plus cher que ce que ça leur rapporte. Et puis il y a aussi autre chose, c'est toutes les conséquences derrière, c'est-à-dire les pertes d'emploi, les boîtes qui ferment, etc. Non, mais on marche sur la tête, on est dans un pays qui marche sur la tête. Fiscalement, c'est n'importe quoi. Si jamais quelqu'un nous écoute de temps en temps sur Sud Radio, en tout cas je parle au niveau étatique, est-ce que l'on pourrait remettre un petit peu l'église au milieu du village et rebrancher vos neurones et vos cerveaux, parce qu'ils sont en train de tuer. Vous savez que la filière automobile, tout compris, y compris les services. Donc les banques, quand vous prenez un crédit, tous les services liés à l'automobile, c'est 1 million d'emplois de personnes, en France. Oui, bien sûr. 1 million. Et on est en train de tuer cette filière. C'est 7% du PIB. Et on est en chute libre, alors qu'en Espagne, c'est encore 10-14%. En Italie, pareil, etc. Bref, si on veut tuer une filière, si on veut mettre les gens au chômage, on ne fait pas mieux. Bon entendeur, salut. Merci beaucoup. On accueille Sonia dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Moi, ça me met en colère de tuer à ce point-là cette belle filière. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment ça va? Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oh, j'adore l'accent. Ah oui, on n'est pas en colère à cause de vous, Sonia, rassurez-vous. Non, je sais. Vous êtes où avec ce joli accent? Moi, je suis dans l'Ariège. Ah, j'adore. Il fait beau? Vous avez de la neige et tout? Non, ça va? Alors, là où je suis, oui, là, il fait beau. Et on a de la neige également. On a de la neige. Ouais, profitez, l'hiver est beau aussi là-bas. Donc Sonia veut acheter une voiture, elle veut acheter une petite voiture, alors qu'on ne croise pas tous les jours. Hein. C'est la Hyundai Getz. Hyundai Getz, ouais, mais à l'époque. Pour une fois, non, vous savez pourquoi j'ai dit Hyundai? Parce qu'à l'époque, quand elle est sortie en 2002, on disait Hyundai. Parce qu'en fait, en coréen, ça se dit Hyundai. Oui, non, mais en France, mais non, mais c'est pas ça. C'est la première fois que j'ai repris. Non, parce que c'était fait exprès. J'ai dit Hyundai exprès parce que c'est une voiture ancienne. Ah. Voilà. Ok. Donc, alors vous en avez trouvé une. On dit Hyundai aussi. Ouais. Non, on dit Hyundai. Aujourd'hui, on dit Hyundai. Je dis Jet. Vous dites la Jette? Ah ouais. C'est pas très vendeur, la Jette. C'est Getz? C'est Getz. C'est Getz, oui, voilà. C'était Getz. Donc c'est une petite citadine et vous en avez trouvé une. Alors je suis étonné, elle n'a pas beaucoup de kilomètres par rapport à l'âge qu'elle a. Mais non, c'est une vieille, elle est de 2007, c'est une 1 litre 4 pack confort, elle a 97 chevaux et elle a 80 000 km. Ouais, c'est pas beaucoup. Alors déjà le 1 litre 4, c'est le moteur le plus sympa de la gamme, déjà. Donc ça vous fait une petite voiture. Alors c'est pas super performant une Getz, mais bon c'est fiable à quelques détails près. Et c'est là que Jean-Luc Moreau commence à casser le moral de non attention non. Il lui reste 2 minutes à Jean-Luc Moreau. Non, vous pouvez. Pas trop le moral. Ouais, non, vous faut être attentif à une chose, c'est que si vous commencez à avoir des problèmes de démarrage, en général ça arrive aux alentours de 80 000 km sur ce moteur-là. Ça peut être soit un problème de bobine d'allumage qui était assez fragile. Alors c'est pas des trucs très chers, hein, rassurez-vous. Soit un problème de pompe à carburant. C'est les deux seules sources de panne sur cette voiture. Autant dire que pour le reste, elle est extrêmement fiable. Voilà. Donc je vous dis, je vous casse le moral, mais non. Mais si à un moment, un matin, il fait un peu frais et que vous êtes obligé de donner 2-3 coups de démarreur, avant de tomber en panne, dites-vous, ok, je vais. Alors déjà, il faut être très attentif sur l'état des bougies, ne pas hésiter à les changer assez régulièrement, et sinon les bobines d'allumage. C'est le seul vrai souci qu'il y a sur cette voiture-là. Est-ce que vous avez la climatisation dessus? Oui, elle a la clim. D'accord. Alors ça peut aussi, faut bien faire penser faut bien penser tous les 3-4 ans à faire changer le gaz de la climatisation, parce que ça peut être aussi un point faible sur l'auto. Et bon, l'été, c'est vrai que chez vous il fait chaud, c'est mieux d'avoir la clim quand même.
Ouais, ça va. Comme je suis à 1200 mètres d'altitude, ça va. Ah oui. Ouais, ça va. Ça reste correct. Reste correct. Non, donc oui. Rapidement. Ouais. Oui, et pour les vidanges, alors quand elles sont un petit peu vieilles comme ça, tous les 10 000, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de faire tous les 10 000. Hein. Vous prenez la préconisation du constructeur. Aujourd'hui, même si on n'a plus les carnets d'entretien sur Internet, il y a au moins ça qui est pratique, c'est que vous tapez Hyundai Getz 1,4 litre 16 soupapes et vous aurez le carnet d'entretien et vous vous fiez au carnet d'entretien du constructeur. C'est pas fait, ça n'a pas été fait juste comme ça. C'est pas un matin le gars s'est levé en disant tiens je vais faire comme ça. C'est étudié, donc il faut respecter ça. Merci beaucoup Sonia d'être. Merci à vous. On vous embrasse. Merci, bonne journée. Et faites comme Sonia, vous nous écrivez je participe @sudradio.fr, vous mettez bien On parle auto dans le mail et toutes vos coordonnées. Ciao l'ami Jean-Luc. À la semaine prochaine. Il se marre, vous comprendrez pourquoi. Quant à nous, on vous laisse l'antenne. Vous avez rendez-vous avec Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valençay. On vous souhaite à tous un très très beau week-end et à samedi prochain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.